ravi de passer ce moment ensemble, Vincent. Merci pour cet accueil. L'idée, c'est de partager, à cœur ouvert, votre expérience de dirigeant. Et peut-être, avant de démarrer, je vous laisse vous présenter un peu dans votre parcours. Donc Vincent Giraudot, je suis marié, papa de 3 petits-enfants qui me maintiennent en forme par leur énergie. Et donc je suis fondateur d'une entreprise qui s'appelle Iséis, qui est un bureau d'études en prévention des risques, santé, sécurité au travail, qui aujourd'hui représente une petite centaine de salariés répartis sur 10 agences. 10 agences en France. Et puis donc j'ai pas mal délégué et pris du recul par rapport à cette activité pour en créer plein d'autres. Et oui. Et puis notamment peut-être quasiment 2/3 de mon activité aujourd'hui qui est plutôt de l'associatif. D'accord. Ou du mécénat. Mais voilà, beaucoup de personnes et des belles rencontres dans ma vie ont fait que j'ai pu progresser, que j'ai pu m'enrichir grâce à eux. Et donc j'ai envie de rendre ça à d'autres, partager, parce que je trouve ça extraordinaire. Et en même temps, à chaque fois qu'on partage et qu'on donne aux autres, en fait, on reçoit et puis on grandit encore. Donc, voilà. Oui, puisque très actif, Iséis, je crois qu'il y a d'autres entreprises aussi sur lesquelles vous êtes cofondateur, c'est ça? Oui, alors il y a une start-up dans l'univers du logiciel qui s'appelle Build Solutions. Oui. Où là, pareil, des rencontres font qu'on a créé un logiciel de gestion de dossiers réglementaires sur les bâtiments. Donc encore une belle aventure. Et puis j'ai créé aussi une entreprise qui s'appelle Charivari, où là en fait je viens faire le lien entre mes 2 passions, l'entrepreneuriat et puis le spectacle vivant qui était ma première vie. Et donc à la fois emmener des entreprises, se dépayser dans le milieu du spectacle vivant et voir ce qui fait la réussite finalement, et notamment les arts circassiens. Et comment on peut le transposer dans tout type d'entreprise. Donc à la fois des expériences et puis des conférences qu'on fait dans les entreprises. Une multitude d'activités. Hein. Effectivement, il faut une sacrée vitalité pour gérer tout ça. Qu'est-ce qui vous a amené à créer Iséis il y a une vingtaine d'années? Je vais essayer de ne pas remonter trop dans l'histoire, mais j'avais un rêve depuis tout petit qui était de devenir acrobate, artiste, mais qui était un peu caché quelque part chez moi. Et mes parents m'ont dit passe ton bac d'abord, la fameuse phrase, je les remercie tous les jours. Et puis après mon bac, ils m'ont dit en fait il faut quand même avoir un diplôme. Donc j'ai cherché à l'époque sur le Minitel, j'ai choisi cette formation, donc ce DUT hygiène, sécurité, environnement. Puis j'ai mis ça de côté et je suis allé réaliser mon rêve pendant 6 ans, donc au sein de la compagnie Alexis Grus. Et puis j'ai eu 2 gros accidents et le deuxième était particulièrement grave. Et là, je me suis posé la question d'une reconversion. D'accord. Et sur mon lit d'hôpital, je me suis dit, je me réoriente vers la santé, sécurité au travail. Et j'ai eu mon accident le 26 février. Le 3 mars, je crée ma première activité. Donc voilà, il fallait aller très vite. Il fallait aller vite. Un homme de vitesse. Hein. Oui, puis oubliez, c'est un monde tellement particulier et extraordinaire que je ne pouvais pas rester à attendre et à végéter. Il fallait tout de suite que je fasse quelque chose pour, si ce n'est oublier, en tout cas, rebondir. Voilà. Rebondir. Et pourquoi créer une entreprise? Parce que vous auriez pu postuler en tant que préventeur ou intégrer une structure déjà existante. Il y avait ce besoin de liberté dans le fait d'entreprendre. Je déteste la routine. Donc je me disais, je ne peux pas me mettre dans un bureau avec des choses cadrées, un organigramme. Donc il fallait que je puisse choisir. Et c'est vrai qu'avec la vie que j'avais vécue dans le spectacle vivant, avec des choses complètement différentes, plein de rencontres, j'avais besoin de vivre ça. Et je me suis dit, le meilleur moyen de le vivre, c'est finalement de le créer. Et oui. Waouh, génial. Et une belle aventure qui dure depuis 20 ans maintenant. Voilà, bientôt 20 ans, le 17 septembre prochain. 17 septembre prochain. Du coup, c'est quoi pour vous une entreprise? Comment vous définiriez Pour moi, une entreprise, c'est vraiment un lieu où les gens vont pouvoir s'épanouir,
parfois, j'ai pas peur de le dire, s'épanouir sur des sujets ou des champs sur lesquels ils ne peuvent pas le faire à titre perso, pour différentes raisons. Donc c'est aussi un moment, un endroit où on peut s'évader, rencontrer des gens. Et pour moi, c'est vraiment ça, ma plus grande fierté, c'est de voir des gens qui sont chez nous depuis plus de 15 ans, qui ont progressé dans leur poste, qui sont contents de venir là le matin, et juste de me dire, moi j'ai contribué à créer ça. Après, le chiffre d'affaires, les projets, etc., c'est presque accessoire. Moi, ce qui me plaît, c'est ce qu'on a pu faire avec des gens. Que ce soit, bien sûr, nos collaborateurs, mais aussi nos clients, de vivre des aventures ensemble et des belles rencontres, quoi. C'est d'abord créer les conditions du bien vivre ensemble. On peut parler de qualité de vie. Oui, alors, c'est encore autre chose. Tous les termes. Oui, alors c'est qualité de vie au sens large, mais c'est surtout bonheur de vie, tout simplement. Et je me dis, à partir du moment où on est heureux de faire les choses ensemble, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, moi, c'est aussi ce que j'ai vécu avant dans le spectacle vivant. C'est-à-dire que c'est un métier qui est tellement exaltant qu'on peut faire des miracles. Et on fait des miracles. Et on peut faire des doubles, triples sauts périlleux. Ça devient facile tellement on a l'énergie dans le spectacle qui est donné par le public, par plein de choses. Et là, qu'on peut recréer d'une manière différente parce qu'on fédère autour de nous des équipes et qu'on se dit là, il n'y a pas un projet qui peut nous arrêter. Et ça, c'est extraordinaire. Ah ouais, ça c'est génial. Et du coup, comment vous y prenez chez Iséis pour fédérer les personnes comme ça? Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, et je dirais encore plus dans ces 2 dernières années que nous avons passées, qui ont fait ressortir des choses profondes au niveau des entreprises. C'est quoi vos astuces ou la manière dont vous embarquez vos équipes chez Iséis? À nouveau, c'est des rencontres. Et donc, quand j'ai créé Iséis, je me suis dit, là où j'aurais certainement des difficultés, c'est sur le management, parce que je n'ai pas d'expérience et que ça ne s'invente pas et ça ne s'apprend pas dans les livres. Et les rencontres font que j'ai rencontré un coach, donc c'est un sujet que vous connaissez bien, et qui m'a dit, on va travailler tout de suite sur des valeurs. Mais pas des valeurs que vous allez afficher, comme à beaucoup d'endroits, des valeurs que vous allez incarner. Et donc on a travaillé sur, au départ, 10 valeurs, puis après on a réduit pour en garder que 5, qui représentaient tout ce que je voulais voir, et aussi tout ce que je ne voulais pas voir dans mon entreprise, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et donc, on a créé ce qui chez nous, vraiment, est super ancré, le CERIP. Donc, c'est nos 5 valeurs, communication, exemplarité, respect, innovation et persévérance. Et ça, c'est présent dès le premier jour, dès l'embauche. En fait, on interroge nos candidats sur ce CERIP, sur les valeurs qui leur ressemblent le plus ou le moins. Et finalement, on va les jauger là-dessus, plus que sur leur CV, leur parcours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'ils ont fait avant ou les diplômes qu'ils ont eus, c'est ce qu'ils ont en eux et comment ils incarnent ce CERIP. Et après, il est présent tout le temps dans nos entretiens annuels, qu'on fait 2 fois par an. On évalue finalement les gens quasiment que sur le CERIP, pas sur leur chiffre d'affaires, pas sur leur rentabilité. Et je considère que si on incarne le CERIP et qu'on est bon sur ces 5 valeurs, forcément, il y aura de la rentabilité, du chiffre d'affaires et tout ce qui va avec. Oui, ça devient la conséquence. Voilà. Et on a même été plus loin. Maintenant, chaque salarié évalue aussi son manager sur le CERIP. On doit être capable aussi de se remettre en question. C'est le P de persévérance, c'est-à-dire... D'accord. Et finalement, tous les salariés incarnent le CERIP. Et ce qui est facile, c'est qu'en fait, ça a été difficile pour le premier salarié. Mais après, une fois que lui, il a été un petit peu, j'allais dire, piqué à ça, il devient un ambassadeur de ça. Et aujourd'hui, chaque salarié qui rentre dans la boîte, c'est hyper facile qui s'approprie le CERIP, puisque j'ai 90 ambassadeurs qui le font, quoi. Oui, qui l'incarnent pleinement. C'est quoi les exemples concrets au quotidien qui permettent justement aux collaborateurs de s'approprier le CERIP? Je vais en citer quelques-uns. Sur la communication, par exemple, on a notre e-bonhomme. Il a une histoire assez sympathique, c'est qu'au départ, on a offert ce petit bonhomme anti-stress là, à chaque salarié en fin d'année. Et puis on a dit, vous allez utiliser ce bonhomme pour aller le photographier, l'emmener partout avec vous, et le photographier dans plein de lieux différents, dans plein de situations différentes, un petit peu à l'instar du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain avec ce nain.
Et en fait, ça a pris. Le e-bonhomme, il est devenu, sans qu'on le prévoie, un vrai personnage dans l'entreprise. D'accord. Et aujourd'hui, il a son adresse mail, il a son compte LinkedIn. Et c'est un personnage, donc toute notre communication, c'est e-bonhomme qui le fait, même de manière anecdotique, mais des fois on a des nouvelles un peu moins sympas à annoncer, c'est e-bonhomme qui le fait, donc ça évite de faire nous, voilà. Oui. C'est lui qui souhaite les anniversaires à chaque salarié tous les jours, etc. Donc c'est un salarié de l'entreprise. Et ça, voilà, c'est un bel exemple sur la communication. Sur l'exemplarité, par exemple, on a mis en place maintenant dans toutes nos salles de réunion la boîte à doudou. D'accord, la boîte à doudou. La boîte à doudou, l'idée m'est venue en allant à la crèche chercher les enfants et on voit cette boîte où on pose les doudous. Et en fait, on a tous nos doudous qui sont nos téléphones et nos ordinateurs dont on ne peut pas se séparer autrement. Exact. On pleure. Et on a décidé de faire nos réunions sans téléphone et sans nos ordinateurs. D'accord. Donc on pose ça à l'entrée de la salle, on fait des pauses du coup un peu plus longues pour avoir le temps de se reconnecter au monde réel. Et ça fait que nos réunions sont beaucoup plus efficaces, beaucoup moins longues. Et je dis en rigolant que la seule difficulté, c'est d'accepter que quand on rallume nos téléphones, la Terre elle continue à tourner sans nous. Ouf. Il faut travailler un peu sur son ego, mais par contre, on est vraiment à la fois déconnecté du monde extérieur et complètement 100% focus et connecté entre nous. Et ça, c'est un vrai... Oui, ça c'est un vrai plus. Et d'ailleurs, ça se retrouve aussi dans la culture d'Iséis, dans la manière aussi de travailler et encore cette notion d'équilibre. Alors, je ne sais pas si ça vient de l'expérience précédente avec le cirque et cet équilibre sur le cheval qui est aussi l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Mais là aussi, vous avez, je crois, des règles assez précises et assez claires chez Iséis dans ce fonctionnement-là. Oui, on a... sans jamais signer de charte ou quoi. Dès le début, alors moi ça c'est vraiment, je pense, qui a fait que j'ai jamais craqué. C'est que j'ai toujours mis ma vie perso bien avant la vie pro. Wow. J'ai été challengé pour ça par ma femme que je remercie tous les jours. Oui, puis 3 enfants, ça challenge. Et donc de dire quand je suis à la maison, je suis à la maison. Et donc moi la première chose que je fais en arrivant chez moi, c'est de couper mon téléphone. J'ai jamais ni de téléphone ni de mail pendant mes vacances. Et ça fait que je reviens de vacances et j'ai un mail à traiter, un message téléphonique à traiter et pas plus de 10 mails, parce que c'est indiqué sur la messagerie que de toute façon, je ne les lirai pas. Donc ce qui est important a été traité par les autres qui le font souvent bien mieux que moi. Ouais, super. Et donc on a vraiment instauré ça et aujourd'hui, je ne supporterai pas qu'un salarié m'envoie un mail après 20h ou même après 19h, parce que ma première action, c'est de me dire, mais que doit penser sa famille de moi, parce que ce salarié est obligé de travailler alors qu'il devrait être consacré ce temps-là à sa famille. Donc ça, c'est vraiment hyper important et je considère aussi, moi qui, malgré tout, travaille énormément, qu'on a besoin de ces temps de pause, de repos, pour oxygéner le cerveau. Autrement, on bosse et on ne sait plus ce qu'on fait, quoi. Et ça c'est une clé, ça, justement, de votre point de vue en tant que dirigeant, de savoir s'extraire comme ça régulièrement. Oui, c'est indispensable et le problème c'est qu'on ne le voit pas. Je l'ai fait moi tout au début, quand on crée l'entreprise, forcément on travaille un peu jour et nuit. Donc on ne voit plus qu'on est plus efficace, qu'on a fait en 15 heures ce qu'on aurait pu faire en 4 si on avait pris le temps de s'arrêter. C'est facile à dire après coup, mais en tout cas... je sais que quand on démarre, il faut un petit peu mettre ce qu'il faut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler beaucoup. Moi, je travaille énormément. Je me lève très, très tôt le matin. Mais il faut s'accorder quand même ces temps et surtout des vraies coupures. C'est-à-dire, est-ce que je suis chez moi ou est-ce que je suis au travail ? Et quand on mélange trop les deux, on est finalement, à vouloir être partout, on est nulle part. Oui, c'est vraiment 100% focalisé sur ce que je suis en train de faire. Que ce soit pro ou perso, il y a effectivement il n'y a pas de porosité en fait. Et puis on a besoin de cet équilibre, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a les pires nouvelles au travail, et si on arrive à couper et à se dire mais en fait qu'est-ce qui est important, c'est ma famille, la santé, etc. On arrive à oublier ça. Quand il y a cette porosité, en fait les problèmes de boulot sont en permanence là à la maison et inversement, on a aussi des fois des problèmes perso qu'on amène au boulot. Et donc, c'est d'arriver à faire cette coupure, ça permet à un moment de switcher,
puis de se rendre compte aussi de ce qui est vraiment important ou pas dans la vie, quoi. Exactement, ouais. Et oui. Et finalement, qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie? Est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est la vie? C'est après chacun définit choisit. sa priorité. Moi, je pense que c'est les deux et qu'on peut trouver des passions dans tout. Moi, j'ai toujours fait tout ce que je faisais avec passion et j'ai pas honte de dire que oui, mon boulot me passionne autant que ma vie perso, simplement pas en même temps. Et voilà, j'ai ces deux. Oui, ça c'est une sacrée force. Une expérience, Vincent, que vous avez vécue, qui vous a bousculé et où il y a eu un avant et un après? Comme ça, je dirais la première salariée que j'ai embauchée, qui était pour moi une aventure extraordinaire. C'est-à-dire qu'on se dit, j'avais pas prévu ça, je suis consultant, et puis les choses font que il faut embaucher du monde. Et ça s'est plutôt très bien passé. Et puis bon, après le départ de la salariée, finalement, après avoir démissionné, qui revient sur sa décision et m'attaque au prud'homme. D'accord. Donc, premier salarié, premier prud'homme, vous prenez une claque. Oui. En plus, on n'est pas habitué à ça, Oui. on ne sait pas, on se retrouve au tribunal en ayant le sentiment d'avoir tout fait bien. Et même si j'ai gagné, j'aime pas le terme, mais ce procès, ça m'a appris que on ne peut pas travailler avec la contrainte, que les contrats de travail, ça ne fait pas tout, voire rien, c'est-à-dire qu'on écrit tout ce qu'on veut dedans, mais à un moment, ce qui fait qu'un salarié travaille, aime son boulot, le fait, c'est pas ce qui est écrit dans le contrat de travail, c'est encore moins ce qui est écrit dans l'organigramme, je déteste les organigrammes, c'est juste comment donner l'envie aux gens de faire. Et donc je me suis dit, oublie toutes ces histoires de contrats, de contraintes, et fais en sorte que chaque jour, chaque salarié ait envie de venir travailler et de faire bien son boulot. Et c'est vraiment ce qui m'a animé. Ouais. C'est cette, entre guillemets, mauvaise expérience. Dès la première fois, et la facilité, ça aurait été de se dire, plus jamais. J'embauche plus personne, parce que si c'est pour se retrouver avec des reproches alors qu'on a voulu bien faire. Non, je me suis dit, en fait, ne t'occupe pas de tout ça, occupe-toi juste de faire en sorte que les gens aient envie soient heureux au travail et aient envie de bien bosser. Oui, bravo pour ça, d'avoir choisi justement quelle est la leçon, l'apprentissage de cette situation, qui peut-être du coup, et finalement dans la continuité, c'est l'importance des valeurs, l'importance du savoir-être, qui fait que j'aime bien cette notion de bien vivre ensemble avant tout, et ensuite, effectivement, comme par hasard, ça génère de la rentabilité et du chiffre d'affaires. Et c'est vraiment cet esprit, mais qu'on retrouve dans plein de choses, dans le sport. Parfois, dans le sport, on éprouve autant de satisfaction dans la victoire en elle-même que dans le moment qu'on vit, avec notamment les sports collectifs, de cette victoire, voire d'une défaite, mais qui sont aussi des très belles aventures. Donc c'est ça que les gens viennent chercher. Oui, l'aventure. Comment vous partagez justement chez Iséis la croissance ou l'apprentissage permanent? Comment ça se manifeste? Ça se manifeste essentiellement par les évolutions dans les postes. Donc notamment dans notre comité de direction, ce ne sont que des personnes qui ont démarré comme consultantes et qui ont évolué. D'accord. Moi, c'est vraiment ça la plus grande fierté. Je pense que c'est un peu ma maxime du moment. On met souvent trop d'énergie à vouloir recruter des gens et à chercher la perle rare, etc. Donc c'est du temps, c'est de l'argent. Et que si ce temps et cet argent, on le mettait à former les gens, je pense qu'on y gagnerait. Et donc d'aller recruter des gens qui sont peut-être à la base un peu moins compétents, mais qui ont un vrai potentiel, parce qu'une envie, parce qu'un vrai caractère. Et par contre de dire, je me consacre à leur formation, à leur évolution. Moralité, c'est beaucoup plus enrichissant pour soi, parce qu'on se dit j'ai contribué à, encore plus pour eux. Et donc finalement, tout le monde est gagnant, plutôt que d'aller mettre énormément d'énergie pour cette perle rare. Une fois qu'il est dans l'entreprise, on se tourne vers les autres et on les oublie, on les laisse tout seuls. Donc pour moi, c'est ça. Et puis, quelle fierté de se dire, cette personne elle est rentrée là, maintenant elle est là, et puis elle va continuer à évoluer. Et il est même devenu bien meilleur que moi. Et voilà. Ça c'est génial. Alors du coup, c'est quoi la suite pour vous, Vincent?
La suite, il y en a plein. Alors, bon, sur Iséis, là, on est sur un grand plan 2025. Donc, on va continuer à grossir. On a notre comité de direction qui s'étoffe. Et puis, pour moi, comme ils me disent qu'ils font très bien sans moi, il faut que je me trouve quand même de l'activité. Super, bravo. Non, mon gros chantier aujourd'hui chez Iséis, c'est la RSE, qui m'a toujours animé, mais finalement de manière un petit peu subliminale. Et donc là, on est en train de devenir une société à mission, donc vraiment avec un fort engagement RSE, avec l'inscription de notre raison d'être dans nos statuts. C'est-à-dire que vraiment, on va faire les choses et les incarner. Et donc plein de choses. On s'est associé donc avec une association qui s'appelle Magie à l'hôpital, à qui on reverse 5% de nos bénéfices. Et plein d'actions, voilà, tous les jours. J'ai créé en parallèle un fonds de dotation. D'accord. Donc le fonds de dotation Alexis Grus, donc on travaille sur des volets à la fois culturels, environnemental et social. D'accord. Avec notamment l'organisation de pas mal d'événements pour d'autres associations à aider notamment des enfants malades ou défavorisés. D'accord, super. Oui, donc il y a cette vraie volonté après de redistribuer et finalement de faire grandir tout un écosystème autour d'Iséis. Ah oui, moi je considère que j'ai eu la chance de grandir par les rencontres que j'ai faites avec des gens extraordinaires. Le plus important pour moi étant bien sûr Alexis Grus, qui m'a appris et m'apprend encore tous les jours plein de choses. Et je me dis, quand on a la chance de rencontrer des gens qui vous apprennent, qui vous guident tous les jours, on se doit de donner ça aux autres. Et en plus, quand on donne, c'est juste génial. J'accompagne dans d'autres associations des jeunes défavorisés pour leur ouvrir les portes qui nous ont été ouvertes, nous, parce qu'on a eu le réseau, parce qu'on a eu la bonne étoile, parce que plein de choses, et qui ne s'ouvrent pas de la même manière pour tout le monde. Oui, c'est clair. Et nous, c'est facile juste d'appuyer sur cette poignée, de leur ouvrir cette porte. Et c'est ça pour nous et ça pour eux. Donc, non seulement on doit le faire, mais en plus, quand on le fait, c'est une vraie satisfaction. Et oui, on reçoit beaucoup plus lorsque l'on donne. Cette interview est dédiée aux dirigeants d'entreprises comme vous, qui peut-être sont aussi en réflexion sur leur manière de voir l'entreprise et de piloter l'entreprise. Si vous aviez un conseil ou deux à partager, à leur offrir dans votre expérience de chef d'entreprise, ce serait quoi ? C'est déjà de vraiment miser sur l'humain. Je pense qu'on a une chance formidable. Alors, bien sûr, il y a des innovations technologiques. Je ne vais pas faire le vieux conservateur, mais on a une chance formidable qu'on a sur l'humain et pas forcément après sur les robots ou autres. C'est cette évolution permanente. C'est cette adaptation qu'on aura toujours. Je prends cette citation d'Alexis Grus qui dit dans mon écurie, j'ai 50 chevaux et j'ai 50 méthodes d'enseignement différentes. Et du coup, j'ai 50 élèves premiers de leur classe. Et je pense que c'est la définition même du management. C'est-à-dire que c'est toute la difficulté. C'est qu'il faut s'adapter à chaque personne, chaque jour, presque chaque seconde, et se remettre en question. Mais en même temps, c'est toute la richesse de ça. Et ça, il n'y a rien, il n'y a pas un logiciel qui peut remplacer ça. Donc c'est génial. Donc vraiment capitaliser sur l'humain. Et puis je dirais à nouveau, faire la part des choses entre le pro et le perso. Et puis une dernière chose, ça paraît tellement évident, mais c'est la base de tout, c'est cette notion d'exemplarité. C'est-à-dire que tout ce qu'on exige de n'importe quel salarié, on doit être capable de faire 2 voire 4 fois plus. Et ça, vraiment, pour embarquer les gens, il faut absolument être exemplaire. Et c'est ce qui fait après que les gens nous suivent naturellement. Que ça suit, que ça coule de source, comme on dit, et surtout que c'est fluide en fait. Ça passe bien. Oui, puis du coup, c'est un petit peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que les gens nous le rendent et donc ça donne envie encore de faire plus, etc. Donc, oui, c'est un vrai moteur. Qu'est-ce qu'inversement vous déconseilleriez à un dirigeant qui a envie justement de grandir ou d'évoluer avec son entreprise ? Il y a plein de choses. Je dirais que aujourd'hui, dans tout ce qu'on voit,
pas se tromper de réussite. Pour moi, la réussite d'une entreprise, c'est le nombre de salariés qu'on embauche, le nombre de familles qu'on fait vivre. C'est pas le chiffre d'affaires qu'on va faire ou la rentabilité. C'est très perso. Aujourd'hui, on voit fleurir énormément de start-up et on a parfois le sentiment que réussir en entreprise, c'est lever le maximum de fonds pour grossir très vite, tuer nos concurrents et revendre très vite. Pour moi, ça, c'est pas une réussite. Certes, on va gagner beaucoup d'argent pour ceux qui arrivent et puis la plupart se plantent. Et au contraire, c'est vraiment de semer des petites graines, c'est long, mais de voir loin et de se dire, ces petites graines, je vais continuer à les cultiver, mais ça fait que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, je continuerai à faire manger plein de gens avec toute cette culture. Et non pas de se dire, là je vais très vite, je mets de l'engrais partout, tout artificiel, tout chimique. Ça va pousser très vite, on va vraiment se gaver, mais rapidement la terre va s'appauvrir et il n'y aura plus rien. Alors, on sera peut-être plus là pour le constater. Donc vraiment, pour moi, un entrepreneur, il vise très loin, et avec tous les gens qu'il a, et il se dit, chaque personne que j'embauche, dans 50 ans, il sera encore là, quoi. Voire même ses enfants seront là, c'est la plus grande des réussites. Oui, c'est ça. Oui, là, je retrouve beaucoup la culture de l'entreprise familiale, qui a une vision facilement à 10, 20 ans, voire de génération en génération, et qui donne justement ce fil conducteur basé sur les valeurs et sur le service, la mission auprès de sa cible, plutôt que la visée de la rentabilité immédiate. Oui, puis si on parlait même, pour moi, une vraie réussite d'entreprise familiale, il y a bien sûr les entreprises familiales qui se retransmettent un patrimoine, mais surtout un savoir-faire de génération en génération, et c'est génial. Mais si on pouvait aller plus loin pour que ce soit même au niveau des salariés, que de génération en génération, on veut venir travailler dans cette entreprise parce qu'il y a la fierté, on a vu nos parents fiers de ça. Ça, c'est la plus grande des réussites. Waouh! Donc ça, c'est un appel du pied pour Iséis. Bien sûr. Vous avez entendu? On entend. Voilà, c'est encore jeune, mais oui, ce serait bien sûr la plus grande des fiertés. Ah bah magnifique, oui. Surtout que ça prend en tous les cas un beau chemin depuis une vingtaine d'années. Bravo. Bon, bah super. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment cette force, cette caractéristique que je vous trouve dans cette maîtrise de l'équilibre et cette concentration que ce soit sur le temps pro ou le temps perso, qui permet notamment dans la vie professionnelle d'être d'abord orienté sur les gens, sur le projet que l'on vit ensemble, et ensuite d'en récolter les fruits, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, j'aime bien, c'est grandir ensemble, s'épanouir ensemble avant tout, et finalement, est-ce que c'est pas ça l'entrepreneuriat? Ça, c'est une question que je renvoie aussi aux différents dirigeants. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Un grand plaisir, et puis à très bientôt. Avec plaisir.